Moteur. Action. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Judaïka Strasbourg sur le 102.9 FM. Je suis David Sabat et c'est sous le soleil brûlant de Jérusalem que nous entamons cette émission de Tzomet 67. Et qui dit soleil brûlant dit sujet brûlant. Avec nous aujourd'hui Thierry, toujours fidèle au poste. Bonjour David. Comment ça va? Je sais que tu as campé toute cette semaine en attendant l'enregistrement d'aujourd'hui. Ah ben voilà, j'ai campé devant la porte du studio. Donc, je suis enfin content que ça soit ouvert, qu'on puisse enfin commencer. Et Ouri aussi, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Ouri. Effectivement, bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Ouri. Voilà. Bonjour. Et nous avons notre invité du jour qui est Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, vous êtes journaliste et vous avez travaillé dans le service public sur France 2, également sur France 3. Vous êtes correspondant pour des chaînes d'information comme BFM TV. On va revenir dans un court moment sur votre parcours. Est-ce qu'on peut se tutoyer dans cette émission? Bien sûr. Alors voilà, on va se tutoyer dans cette émission. On va parler de politique israélienne, du conflit israélo-palestinien, d'actualité, de votre actualité aussi, puisque vous sortez De bientôt. ton actualité alors. Bref, de plein de choses joyeuses en tout cas. Tzomet 67 commence maintenant. רק שתדעי שאני רק הולך ומתקרב וגם בעיר. Stéphane Amar, alors vous avez écrit un ouvrage déjà sur le conflit israélo-palestinien qui s'appelait Les meilleurs ennemis du monde et vous préparez actuellement un ouvrage pour la rentrée prochaine intitulé L'État palestinien, le grand mensonge. Avant de parler plus en détail sur le contenu de ce livre, est-ce qu'on peut revenir sur ta carrière? Oui, absolument. Donc, comme tu le disais, j'ai débuté en France, à Nice, où j'ai travaillé pour France 3, la chaîne régionale, et aussi pour le bureau de France 2. Et je suis venu m'installer en Israël en 2003, où j'ai travaillé donc toujours pour la télévision française et suisse, pour Arte, pour la télévision suisse romande, pour BFM TV. Donc voilà, je suis correspondant à Jérusalem et dans les territoires palestiniens depuis maintenant plus de 10 ans. Dans le journalisme, la politique, c'est ton journal de bataille, plus particulièrement le conflit israélo-palestinien. Ouais, c'est-à-dire que, on va dire que 90% des sujets ont trait au conflit, à la politique en Israël, aussi à la société israélienne, à la société palestinienne. Et il y a une petite part de sujets technologiques, start-up. Par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le Negev pour parler de la tour solaire qui est en construction. Justement, j'avais une question là-dessus. Comment sont accueillis les sujets qui ne parlent pas du conflit, justement? Est-ce qu'on arrive à faire entendre un peu la voix d'Israël ou à faire passer d'autres infos que les infos qui ont trait au conflit dans les médias français et européens en général? Non, les médias avec qui je travaille sont très preneurs de ce sujet. Maintenant, il se trouve que le corps de l'information, c'est le conflit, c'est quand les trains n'arrivent pas à l'heure. Et donc, effectivement, ce qui intéresse les gens, c'est quand il y a des frictions, c'est quand les gens s'opposent. Et c'est tout naturel. On parle plus du tout de la Bosnie ou de la Tchétchénie depuis qu'il ne s'y passe rien. Et c'est normal que dans ce conflit qui est quand même le plus long du monde actuellement, parce que ça fait quasiment 100 ans qu'il dure, on s'intéresse à cette région du monde essentiellement quand il y a des clashs. Maintenant, voilà, il y a de plus en plus de sujets, on le voit sur France 2, sur TF1, sur les inventions en Israël, sur la société israélienne, sur l'Alia, etc. Ouais, sur les Français à Tel Aviv, les nouveaux Voilà. bobos de Tel Aviv, par exemple. Et d'où est venue du coup cette volonté de t'intéresser particulièrement au conflit israélo-palestinien? De te lancer sur un sujet assez houleux finalement? Non, bah disons que moi je voulais avec ma femme m'installer ici, donc après il fallait que je trouve du travail. Et Alors, sur le dos du conflit. alors je me suis voilà, donc bon c'est malheureux, mais effectivement c'est mon gagne-pain, j'allais dire. Et il se trouve que c'est quelque chose qui m'a tout de suite passionné. Bizarrement, je suivais quand même d'assez loin, même de très loin, ce qui se passait ici. Mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai trouvé ça complètement passionnant. Et plus j'avance en fait dans ce conflit, plus j'approfondis ma connaissance du conflit, plus ça m'intéresse. Alors tu as travaillé pour plusieurs médias. Comment tu jongles entre les différentes lignes éditoriales quand tu dois traiter du conflit israélo-palestinien? Il n'y a pas à proprement parler de ligne éditoriale. Il n'y a pas d'instruction
sur la façon dont on doit traiter ou pas telle information. Il y a des choses qui ne passent pas. Maintenant, si on s'efforce de rester, non pas objectif, puisque l'objectivité n'existe pas, dans la mesure où chacun a un regard, chacun a un vécu qui va l'orienter, qui va lui faire regarder le conflit de telle ou telle manière, mais si en tout cas on s'efforce de traiter les choses honnêtement, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais eu de soucis, et je peux même dire qu'il y a des sujets qui peuvent paraître tabous, comme par exemple la coexistence entre les habitants juifs de Cisjordanie et les Palestiniens de Cisjordanie, qui passe très bien. J'ai réalisé un magazine là-dessus pour Arte, et ça a été très apprécié. Donc on peut parler de tout avec un sens de l'équilibre et en donnant la parole à tout le monde et en considérant que finalement il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, mais il y a des narratifs très différents, il y a des légitimités qui s'opposent finalement. Et c'est ça que j'essaye de montrer dans mes reportages. Alors, tu parles justement de narratif. Est-ce que la terminologie est importante? Tu as employé tout à l'heure, par exemple, le mot Cisjordanie. C'est aussi des mots qui sont importants, qui des fois irrissent certains, qui plaisent à d'autres. Donc, c'est aussi où tu te positionnes aussi par rapport à ça. Alors, c'est vraiment, on va dire, le seul problème où il y a une question de terminologie, c'est effectivement le problème des implantations ou des colonies, de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie, etc. Alors, il faut quand même préciser un peu les choses. Les territoires dont on parle, c'est des territoires qui ont un statut extrêmement flou, puisque Israël n'a pas annexé ces territoires, mais en même temps les occupe, installe des civils sur ces territoires, et les civils qui sont installés sur ces territoires n'ont pas le même statut que leurs voisins palestiniens. Donc, en ce sens, on peut parler d'une forme de colonisation et de colonie, même si ça n'a rien à voir avec la colonisation, par exemple, en Algérie, puisqu'il ne s'agit pas là d'exploiter des richesses, mais de s'implanter pour des raisons stratégiques ou identitaires, etc. Donc, en ce qui concerne le vocabulaire, j'essaye d'employer en général le vocabulaire communément employé dans les médias, tout en sachant que, de mon point de vue, en tout cas, il ne préjuge pas d'une opinion. Mais il faut bien décrire une situation politique. On ne peut pas parler des implantations ou des colonies qui sont en Cisjordanie comme on parle des villes à l'intérieur de la ligne verte, puisque même pour le gouvernement israélien, du point de vue du droit israélien, leur statut est différent, donc il faut que ça se traduise dans le vocabulaire. Et quand tu parles justement des choses qui ne passent pas par rapport à certains médias, tu penses à quoi ? Je parle, si on veut se lancer dans des opérations unilatérales, en fait des opérations de propagande, qu'on essaie de montrer qu'un côté de la réalité. Et quand on essaye de décontextualiser les choses. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui, du point de vue journalistique, qui n'est pas admissible. Enfin, de mon point de vue, même si ça se fait, d'ailleurs, surtout du point de vue palestinien. Souvent, on présente la réalité palestinienne de manière complètement unilatérale. J'ai l'exemple, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un reportage sur le mur de séparation. J'étais à Bethléem où j'ai vu des Palestiniens attendre 4 ou 5 heures dans le froid pour passer en Israël. Et donc j'ai voulu recueillir aussi la réaction de l'armée israélienne pour savoir pourquoi est-ce qu'il y avait ce mur, quelle était son utilité, etc. J'ai été très surpris. En fait, je m'attendais à ce que les critiques viennent du côté pro-israélien, puisque je lui avais montré des champs barrages, mais non, on m'a critiqué parce que j'avais donné la parole à l'armée israélienne. Enfin, des téléspectateurs m'ont critiqué, mais c'est comme ça qu'on doit concevoir son métier, on ne peut pas le faire autrement. Mais si on présente les choses de manière trop unilatérale, c'est là que ça passe pas. Quand on traite par exemple d'une actualité, c'est difficile aussi de ne pas prendre un contexte beaucoup plus général. Évidemment que quand on décrit une situation, on s'identifie à des personnages qui attendent 5 heures à un checkpoint, ça paraît complètement aberrant et on s'identifie à la personne. Mais on oublie aussi de préciser le contexte général, pourquoi on en est arrivé à cette situation, que c'est un barrage pour filtrer les terroristes et que s'il n'y avait pas toute cette situation sécuritaire, on n'en serait peut-être pas là. Et ça, c'est moins précisé. Le problème du contexte, c'est jusqu'où est-ce qu'il faut remonter. Je me souviens qu'au moment de la guerre de Gaza, j'avais une discussion, la première en 2008, j'avais une discussion assez vive avec un collègue pour savoir qui avait commencé. Est-ce que c'était les Israéliens ou est-ce que c'était le Hamas ? En fait, en discutant avec mon collègue, on est remonté jusqu'au début du conflit il y a 100 ans. Donc, qui est responsable de ce qui se passe ? S'il y a des terroristes, est-ce que c'est la faute des Palestiniens ou c'est parce que les Juifs ont occupé leur territoire, etc. C'est un peu une discussion sans fin qui ne tiendrait certainement pas dans un reportage de 2-3 minutes comme je fais d'habitude. Ce qu'il faut bien montrer, à mon avis, c'est quand même le cœur du sujet, c'est aussi la façon dont j'ai travaillé pour ce livre, c'est qu'il y a véritablement deux narratifs, deux façons de voir ce conflit, et qui sont, de mon point de vue, complètement irréconciliables. C'est vraiment ça le problème. Donc moi, ce que je m'efforce de faire dans le temps qui m'est imparti, c'est effectivement montrer que c'est très compliqué, qu'il y a surtout des opinions différentes, il y a des réalités très complexes. C'est pas un conflit simple, c'est pas un conflit, encore une fois, comme je dis tout à l'heure, avec des gentils et des méchants, et c'est un conflit qui, en fait, passionne, j'allais dire, l'opinion internationale, justement à cause de cette complexité. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça, c'est que finalement, c'est vrai que le conflit dure depuis longtemps, mais en même temps, en termes de violence
et en termes de mort et en termes de barbarie, etc., on est quand même très très loin de certains conflits qui devraient être a priori beaucoup plus passionnants pour les téléspectateurs ou beaucoup plus... par exemple, la Syrie, bon, c'est l'exemple classique parce qu'en plus, elle est à la frontière. On est quand même assez étonné de la différence de traitement. Je ne vais pas dire qu'il y a un blackout total, mais il n'y a pas le même intérêt, il n'y a pas le même attrait pour un conflit comme celui-là. Comment tu expliques voilà, cette fascination pour ce conflit depuis aussi longtemps? Alors je vais l'expliquer, mais d'abord il y a quelque chose quand même de très simple qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un conflit qui concerne une démocratie. Enfin, qui se passe dans une démocratie. En tout cas, il y a une démocratie d'impliquée. Donc c'est beaucoup plus facile à couvrir. On peut rentrer en Israël facilement, on peut aller où on veut, il n'y a pas de censure, il y a une totale liberté des journalistes. Donc ça explique en partie le fait que ce conflit soit médiatisé. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, évidemment. C'est que ce conflit, il touche à 3 religions, donc à 3 civilisations. Chacun se sent concerné par ce qui se passe ici. Qu'on soit chrétien en France, qu'on soit musulman au Maroc, qu'on soit juif aux États-Unis, on a l'impression qu'il y a une part de nous-mêmes qui se joue ici, et c'est pour ça qu'en fait ce conflit est aussi important. Et encore plus profondément, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue ici qui dépasse complètement la politique. C'est pas un conflit territorial, c'est un conflit entre une façon de voir le monde, c'est un conflit profondément identitaire. Il y a des visions extrêmement différentes qui s'affrontent ici, qui sont en fait un concentré de tous les conflits du monde et sur une surface extrêmement réduite. C'est ce qui fait sa spécificité, c'est ce qui fait son intérêt, c'est pour ça que ça passionne les gens. En plus, comme il y a des juifs dedans, on sait bien qu'à chaque fois qu'il y a des juifs, ça intéresse beaucoup le monde, ça amplifie encore plus l'intérêt qu'on veut porter à ce conflit. Est-ce qu'il y aurait un agacement peut-être, que ce soit des journalistes ou d'une certaine population dans le monde, qui considérait que l'antisémitisme c'est pas un phénomène nouveau, mais de fait d'avoir un État où le juif entre guillemets est fort, a une puissance, lève la tête et a son mot à dire, est-ce que c'est pas ça finalement qui dérange? Si, du point de vue du monde chrétien, c'est évident. Ça a été un vrai choc pour la chrétienté, l'avènement de l'État d'Israël, puisque pendant plus de 1000 ans, la théologie chrétienne voulait que le peuple juif ait été puni et qu'il soit condamné à errer jusqu'à ce qu'il reconnaisse le Christ. Et il n'a pas reconnu le Christ, et malgré ça, il a cessé d'errer, il a reconstruit son État. Et ça a complètement déboussolé la chrétienté. Le Vatican a reconnu l'État d'Israël en 1994 seulement, donc après l'Égypte, après la Jordanie, après l'autorité palestinienne. Donc on voit bien qu'effectivement, ça avait été, je crois, dit par un ambassadeur français ou anglais, je ne sais plus, qui avait dit ce petit pays de merde. On voit bien qu'il y a un énervement, effectivement, comme tu dis, par rapport à Israël. Dans le monde musulman, la problématique est un peu différente, mais elle revient finalement au même, puisque les Juifs ont été réduits au statut de dhimmi pendant des siècles. Et finalement, là, la roue a tourné. C'est les Juifs qui dominent d'une certaine manière les Arabes. Et ça aussi, c'est difficile à avaler, j'allais dire, pour le monde musulman. Maintenant, il faut quand même rester très nuancé, parce que globalement, les relations entre Israël et le monde chrétien sont excellentes, avec les États-Unis évidemment, mais aussi avec une bonne partie de l'Europe, notamment avec la France. On vient de le voir avec la visite de Valls ici et de Hollande l'année dernière. Et avec le monde musulman, elles ont tendance à s'améliorer, puisqu'il y a des relations, on l'a dit, avec les voisins. L'Arabie Saoudite devient un allié, l'Égypte renforce sa coopération sécuritaire. Donc voilà, il ne faut pas non plus voir tout en noir et blanc. Il n'y a pas une hostilité comme ça générale et irrémédiable, il y a des choses qui évoluent, quoi. Est-ce qu'on peut dire, j'avais entendu un commentaire, je ne sais plus de qui, mais qui disait justement que tout le problème d'Israël, c'est que les Juifs déjà eux-mêmes ne savent pas définir leur identité ici. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça, notamment par rapport au problème des territoires dont on parlait tout à l'heure. Je crois que c'est un des grands problèmes et une des grandes clés finalement du conflit. C'est l'ambiguïté qu'il y a autour de ces territoires. Et ça, on voit bien que toute finalement l'attention médiatique, elle est concentrée sur ces territoires. Toute l'hostilité envers Israël, elle est causée par l'occupation de ces territoires. Et je crois qu'il y a vraiment une clarification à faire, c'est-à-dire est-ce qu'ils appartiennent ou pas à l'État d'Israël? Est-ce que la loi d'Israël doit s'appliquer comme elle s'applique ailleurs? Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'Israël se retire de ces territoires? Et là, il y a un entre-deux qui, à mon avis, nourrit le conflit. C'est vrai que dans le Golan, c'est vrai qu'on n'a pas la même problématique. Ça a toujours été clair, finalement, que pour des régions stratégiques, d'intérêt supérieur de la nation, le Golan serait et resterait israélien pour les questions d'eau et compagnie. Et donc, finalement, on ne parle quasiment pas du Golan. Il n'y a quasiment pas de revendication dans le Golan. C'est vrai que c'est pas Jérusalem, c'est vrai que c'est un peu périphérique. C'est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup aussi d'habitants, il n'y a pas vraiment de revendication de population, parce qu'il y a très peu de non-juifs en fait dans le Golan. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en même temps c'est très paradoxal, parce que juridiquement, c'est un avocat qui m'expliquait ça récemment,
c'est beaucoup plus facile de défendre l'occupation de la Cisjordanie, Oui. qui était un territoire jordanien, qui a été, la Jordanie a renoncé à sa souveraineté. Il n'y avait pas vraiment de souveraineté en fait au moment où Israël occupe ce Oui, territoire. on est reconnu comme occupant de Par rapport facto. au Golan qui appartenait Ça. à la Syrie et qui est vraiment un territoire annexé, quoi. Mais bon, effectivement, c'est aussi beaucoup moins passionnel parce que c'est pas un hasard si les villes fondatrices d'identité juive que sont Jérusalem, Est, Hébron et Naplouse se trouvent dans ces territoires. J'ai justement une question par rapport au territoire. J'imagine que tu es sûrement au courant du documentaire Les Sentinelles d'Aurore Morey, qui a interviewé les 6 anciens chefs Je l'ai vu, ouais. Shin Bet, les services de secret intérieur israéliens, qui disent tous sur cette question des territoires que, de leur point de vue, ils ont été vraiment aux directions sécuritaires de l'État, que Israël n'a plus aucun intérêt à y être. Et que ça apporterait beaucoup, entre autres en termes de négociations, de discussions avec les Palestiniens, de s'en retirer. Qu'est-ce que tu dirais sur ce point ? Alors, il y a 3 raisons, on va dire, principales pour lesquelles les Israéliens sont dans ces territoires. D'abord, une raison sécuritaire. C'est-à-dire qu'au début, ce qui a été décidé, c'est de garder au moins des bases, et ça a été le cas pendant plusieurs années après la guerre de 67, pour pouvoir contrôler ces territoires et renforcer la position stratégique d'Israël. Ensuite, il y a une question qui est plus mineure, c'est la question de l'eau. Il y a des réserves, des aquifères très importants, notamment dans la région d'Ariel. Mais la raison en fait qui devient la plus importante au fil des années, c'est la raison identitaire. La plupart des gens qui vivent dans ces territoires et surtout dans les zones les plus problématiques sont des gens qui expliquent qu'il s'agit là du creuset d'Israël, de la nation d'Israël. C'est là qu'elle s'est formée et que abandonner finalement ces territoires, ce serait saper la légitimité d'Israël. Puisque si les Juifs n'ont pas le droit de vivre à Hébron ou à Naplouse, a fortiori ils n'ont pas le droit de vivre à Tel Aviv ou à Haïfa où il n'y a jamais eu de Juifs historiquement. Donc toute la problématique elle est là, c'est une problématique identitaire. Quand des gens du Shin Bet disent effectivement nous au niveau sécuritaire on vous le dit, on n'a rien à faire là, et notre position politique et sécuritaire serait meilleure si on sortait, c'est possible, j'en sais rien. Maintenant ce que je peux vous dire c'est que la légitimité d'Israël s'en trouverait amoindrie parce qu'effectivement si on quitte ces territoires, alors ça veut dire que finalement le lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël n'est pas si évident que ça. Et ça poserait à mon avis de très gros problèmes. Et par ailleurs, sur le simple point de vue humanitaire, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut justifier que des zones entières de la Palestine ou de la terre d'Israël ou de n'importe quelle région du monde d'ailleurs puissent être vides de juifs, puissent être des Judenrein et que c'est ça qui amènerait la paix. Vous voyez, c'est ça en fait qui pose vraiment problème. On va se détendre un petit peu avant de reparler de ton livre, de parler plus précisément du BDS, du déplacement, de l'actualité avec le déplacement du Premier ministre français Manuel Valls en Israël cette semaine. Qu'on embrasse d'ailleurs. Voilà, qui on passe le bonjour Manu. Et de ton livre évidemment, l'État palestinien, le grand mensonge, ton prochain livre. On va écouter tout de suite Eyal Golan, on va pas le présenter non plus, avec son dernier single, extrait de son dernier album. Ça s'appelle Dvash Besfataim, Eyal Golan et Mak Kashour, c'est la nouvelle chanson. למה זה תמיד קורה בדיוק כשזה מתחיל להרגיש נכון? את מתקשרת מתי פעם? איך את לא מבינה זה א' ב' תתני לבן אדם לנשום מה כבר ביקשתי? תשאיר איתם ושוב את איפה אתה מתי חוזר? ושוב את אם איתה עוד פעם מדבר תמיד את תביני אין פה היגיון אתה שאל בין השפיות לשיגעון דבש בשפתיים בעוקץ של עקרב יש לה אש בעיניים אבל גם לב כמו אש בשלכת בכלל לא סתם יש סיכוי עוד בשנינו אבל לא עכשיו ושוב את כבר מאבד את הצפון ושוב את כבר לא יודע מה נכון לא בדיוק אישה בונה אצלך בתוך הנשמה למה זה תמיד קורה בדיוק כשזה מתחיל להרגיש שלם את שוב רומזת תקנה את הבת איך את לא מבינה זה לא עוזר לך שאני מרגיש אשם מה כבר ביקשנו תהי כמו פעם ושוב את
l'émission Tsomat 67 pour la deuxième et dernière partie de cette émission avec Ouri. Bonjour à tous. Avec Thierry. Bon dimanche. Et avec, vous allez saturer le son. Et avec Alors Stéphane bon dimanche. Amar, notre journaliste Stéphane Amar qui va nous parler de son livre L'État palestinien, le grand mensonge. Rebonjour Stéphane. Bonjour. C'est quand même la première fois qu'on reçoit dans Sommet 67 un journaliste d'envergure internationale quand même. Il faut le dire, un grand reporter. Non mais c'est vrai, un correspondant de guerre. Enfin, à part nous. Oui, à part nous, bon. Évidemment, mais je veux dire, il faut quand même marquer cette occasion, quoi. Voilà. Alors, le titre de ton prochain ouvrage est assez surprenant. Ça s'appelle L'État palestinien, le grand mensonge. Pourquoi ce titre ? Alors j'avoue que j'hésite encore entre le grand mensonge ou la grande illusion. Je croyais que tu allais dire ou la petite vérité. Et j'ai encore un peu de temps. Parce que je croyais que c'était parti sur le grand mensonge, mais finalement je me rends compte que c'était plus une illusion qu'un mensonge, parce que les gens y ont peut-être cru. Alors en gros, pour résumer, la création d'un État palestinien, c'est l'alpha et l'oméga de tout plan de paix. 99% du public et des chancelleries sont convaincus qu'il n'y aura pas de paix au Proche-Orient sans la création d'un État palestinien. C'est le seul paradigme qui vaille depuis les accords d'Oslo, donc en 93 et même un peu avant. Or, on a bien vu qu'à chaque fois qu'on a essayé d'aller vers un État palestinien, ça a échoué. Et 25 ans presque après Oslo, 5 ans après l'admission de la Palestine à l'ONU, il n'y a toujours pas d'État palestinien. Et ça n'en prend pas du tout le chemin, au contraire. Donc je pose la question pourquoi. Et dans ce livre, donc, j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas d'État palestinien, et aussi de mon point de vue, pourquoi est-ce qu'il n'y en aura pas, et quelle peut être la solution ou les solutions alternatives. Alors d'abord, il faut savoir quelque chose, c'est que l'État palestinien, c'est une vieille rengaine. Ça remonte à 1937 avec le plan Peel, qui avait été refusé par les Palestiniens. Ensuite, il y a eu le plan de partage en 1947, qui a aussi été refusé par les Palestiniens. Et puis, donc, depuis lors, on parle toujours d'un État palestinien. C'est une vraie chimère. Et finalement, personne n'en veut. Alors, les Palestiniens, on l'a dit, l'ont refusé plusieurs fois. Une Palestinienne disait récemment, j'entendais, elle disait, quand j'étais petite, c'était interdit de dire qu'on voulait un État palestinien. À l'OLP, elle est d'une famille de l'OLP. C'était un blasphème, parce qu'Arafat disait il faut un grand État avec des juifs, des musulmans et des chrétiens dedans, mais surtout pas de partition en fait de la Palestine. Et il y a eu une inflexion à partir de 1974 et surtout à partir de 87-88 où l'OLP a changé de discours. Et du côté juif, en fait, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, on a fait semblant d'accepter le principe d'un État palestinien, notamment en 93 pendant les accords d'Oslo, mais c'est une forme en fait de mon point de vue de ruse, en tout cas de malentendu total, puisque les Israéliens n'ont jamais vraiment envisagé la réalité d'un État palestinien, et surtout pas avec Jérusalem-Est comme capitale. Et ça, c'est ce que je montre dans tout le processus d'Oslo. C'est que Rabin, d'ailleurs, d'abord est allé à Oslo complètement reculons. C'est un processus qui lui a été quasiment imposé par Shimon Peres. Et une fois qu'il s'est lancé dans ce processus, il a mis de telles limites que forcément les Palestiniens n'auraient jamais pu accepter ça, puisque d'abord il n'y a jamais eu autant, on parlait des implantations tout à l'heure, jamais eu autant de colonies de construites que sous Rabin. Le nombre d'Israéliens en Cisjordanie a doublé entre 92 et 96, donc pendant les années Rabin et Pérez. Il a toujours bien spécifié que jamais Jérusalem ne serait divisée. Il a construit les routes de contournement qui sont le cauchemar des Palestiniens. Avant, on se rendait dans les implantations par les routes arabes et Rabin a fait construire des routes de contournement qui compliquent énormément la circulation en Cisjordanie, qui ont créé des tunnels, des barrages militaires, etc. Et au final, il a voulu faire avaler finalement aux Palestiniens quelque chose qui pour eux était complètement inacceptable. Et du point de vue palestinien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de ruse aussi. On a fait croire qu'on se contenterait d'un micro-État démilitarisé avec un arrangement sur Jérusalem. Et en fait, on l'a bien vu en 2000 à Camp David, c'est sur la question de Jérusalem que tout a explosé. Arafat a nié l'existence d'un temple juif devant Clinton, qui était furieux. Et, il a expliqué qu'il n'y aurait jamais de renoncement palestinien sur Jérusalem, ni sur la question des réfugiés, ni sur la question des frontières. Et surtout, il s'est servi en fait d'Oslo comme un tremplin pour attaquer ensuite Israël et déclencher la guerre que l'on sait, ce qu'on appelle la guerre d'Oslo, c'est-à-dire 1000 et quelques morts dans des attentats côté israélien et près de 5000 morts côté palestinien. Donc il y a en fait un double malentendu, il y a des manipulations un petit peu dans tous les sens, et il n'y a aucune volonté de part et d'autre d'un État palestinien parce que les deux parties veulent exactement la même chose. Ils veulent les mêmes lieux, notamment Jérusalem. Pour un Palestinien,
J'en rencontre tous les jours et j'en ai rencontré peut-être des centaines depuis que je suis ici. Il n'y a aucune différence entre Ramallah et Jaffa dans la banlieue de Tel Aviv, entre Haïfa et Naplouse. Pour eux, c'est toute la Palestine. Et il ne s'agit absolument pas de renoncer à une de ces parties. Et pour les Juifs, de plus en plus, c'est la même chose. On attache de plus en plus d'importance à des lieux comme Hébron, Naplouse ou Jérusalem. Il y a un attachement à tous ces territoires. Donc, c'est des revendications, voilà, de par l'histoire du peuple juif. Donc, c'est des revendications qui sont irréconciliables. Et ça, personne n'ose le dire. On fait semblant qu'on peut trouver un arrangement par une partition, c'est-à-dire par une frontière entre deux États. J'ai parlé avec Yossi Bellin il y a 2 ou 3 semaines, c'est l'architecte des accords d'Oslo. Il m'a dit que lui, il avait complètement abandonné cette idée de 2 États séparés parce qu'il voit bien que ça n'a aucun avenir et il évolue vers quelque chose de complètement différent qui serait en fait une forme de confédération israélo-palestinienne. Et je pense que c'est vraiment ça l'avenir quoi, dans la région. Alors, en gros, on n'est pas dans la merde. On peut dire, s'il y a pas... Merci de résumer aussi efficacement. Non, mais c'est une question pertinente, formulée certes de manière familière, mais non dans la merde. On est dans une émission jeune. Il y a impossibilité de créer un État palestinien. Il n'y a pas de raison non plus d'expulser une population qui n'a pas de raison d'être expulsée. Et c'est aussi problématique aussi que Israël ou le gouvernement israélien n'a aucun intérêt à prendre les Palestiniens sous son autorité, sous sa tutelle, du fait que si les Palestiniens ont la nationalité israélienne, du coup ils vont avoir le droit de vote, et s'il y a le droit de vote, et la majorité palestinienne sera majoritaire, et du coup on peut avoir un gouvernement automatiquement, on va dire, arabe-palestinien. Voilà, donc ça fait partie en fait des oppositions, on va dire à la solution à un seul État ou une confédération, que j'examine évidemment dans le livre. Alors d'abord, en fait, la nécessité d'un État palestinien, elle est toujours présentée en disant que, comme dit Amos Oz, aidez-nous à divorcer. Finalement, on ne s'aime pas, on passe notre temps à se taper dessus, il y a des morts de part et d'autre, donc il faut qu'on se sépare, puisque on a une incompatibilité à vivre ensemble. C'est un petit peu ça le message des tenants de l'État palestinien. Or, on voit bien qu'il y a 1 million et quelques, presque 1,5 million d'Arabes qui vivent en Israël. J'y consacre un chapitre, et qu'il n'y a quasiment jamais d'acte de violence des Arabes contre les Juifs ou des Juifs contre les Arabes, et qu'au contraire, c'est une population, contrairement à ce qu'on peut raconter, extrêmement bien intégrée. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais le numéro 2 d'Apple dans le monde, c'est-à-dire le bras droit de Tim Cook, celui qui tient la société Apple du point de vue technique, il est président de la branche hardware d'Apple, c'est grâce à lui qu'il y a les tablettes ou l'iPhone 6, etc. C'est un Arabe israélien qui a étudié au Technion à Haïfa, et c'est lui qui a amené Apple en Israël, qui a développé les centres de recherche d'Apple en Israël. C'est un exemple parmi des tas d'autres de la réussite des Arabes israéliens. Il y a des Arabes israéliens qui siègent à la Cour suprême. N'importe qui sait bien qui habite en Israël que 50% des pharmacies au moins sont tenues par des Arabes. À l'hôpital, c'est la même chose. À l'université, il y a des présidents de départements qui sont arabes, etc., etc., etc. Donc la coexistence, elle existe, elle est là, elle est tout à fait possible. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on dit oui, mais effectivement, on va être noyé par les Arabes si on crée un seul État ou un État confédéral, etc. La démographie, elle a beaucoup évolué. Elle est très nettement maintenant, et c'est prouvé par toutes les dernières études, en faveur des Juifs. Les Juifs font de plus en plus d'enfants. Cette année, le taux de fécondité des femmes juives a rattrapé celui des femmes arabes, parce que les Arabes en font de moins en moins. Et ce n'est pas le cas seulement chez les Palestiniens, c'est le cas aussi en Égypte, c'est le cas au Liban, c'est une tendance lourde du monde arabe. C'est une bonne compétition, vaut mieux avoir un. Non, mais il n'y a plus de bombes démographiques, il n'y a plus de menaces démographiques. Et finalement, ça aussi, la démographie, ça joue peut-être dans des situations extrêmement tendues. Mais les Arabes israéliens de Jérusalem ont le droit de vote, et c'est pas pour ça qu'ils essayent de renverser la mairie ou de s'approprier la mairie. Ils s'insèrent globalement dans la vie locale, et je vois pas de menace de ce côté-là. Stéphane Amar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Sommet 67, voilà, qui prend fin. L'émission culte. Merci Stéphane, merci Thierry, et merci Ouri. Ouri, où est-ce qu'on peut nous retrouver ? Alors, on peut nous retrouver sur le site internet de la radio, www.radiojudaïcastrasbourg.fr. Ou pas, ça on verra. On a également une page Facebook, Sommet 67. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.